et à tous, nous débutons cette nouvelle saison d'Atari avec Megalopolis de Francis Ford Coppola et je suis accompagné par Josué Morel pour évoquer le film. Salut Josué. Salut Marin. Alors il se trouve qu'on avait déjà parlé du film ensemble à Cannes dans notre format bulle cannoise, mais c'était vraiment à la sortie du film, c'était voilà, une sortie de séance très à chaud. C'était une vidéo où tu étais déjà très enthousiaste et moi j'étais peut-être un peu plus sur le recul, pas tout à fait sûr d'avoir cerné le film. D'ailleurs, je me souviens que je disais que mon avis n'était pas du tout arrêté, que je savais pas vraiment si j'aimais le film quand toi tu avais déjà l'intuition de l'adorer, je crois. Enfin, il y avait quelque chose qui t'avait galvanisé, je me souviens. Et depuis, on a pu revoir le film. Moi, je l'ai revu une fois, j'en parlerai. Mais toi, tu l'as revu, je crois, plusieurs fois. Où en est ta relation avec Megalopolis? Comment ton avis sur le film peut-être a mûri avec ces nouveaux visionnages et avec peut-être le recul aussi que la présentation à Cannes ne permettait pas, totalement pas, comme on était voilà, dans un mélange d'attentes extrêmement fortes et de surprise face à ce qu'était le film. C'est intéressant parce qu'en fait il y avait presque moi deux réactions à chaud, c'est-à-dire qu'on avait enregistré cette émission, moi après mon deuxième visionnage déjà du film, donc il y avait... Oui, tu étais allé le revoir le lendemain à Cannes il y avait une sorte de rattrapage. Une émulation et une émulsion à la fois devant le film, et c'est vrai que c'est déjà une des qualités premières qu'on peut avancer, c'est que je trouve que c'est un film qui autorise quelque chose de rare et d'assez singulier, qui est vraiment une forme de trajet esthétique, c'est-à-dire que moi en fait j'ai l'impression de vivre avec le film depuis mai dernier, quoi, qu'à la fois ça m'occupe l'esprit, que ça me travaille, que je vois le film, que ma position s'affine un peu à chaque fois que je le vois, que ça me passionne, que j'ai envie d'y retourner, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... alors, je dis pas qu'il est collectif, mais qui est un peu partagé par un certain nombre de personnes. On a été plusieurs à aller revoir le film, il y a beaucoup de gens qui envisagent de le revoir, et que c'est un film en tout cas dont ses détracteurs comme ses défenseurs reconnaissent une chose, c'est une forme de densité, puisque il y a un reproche d'ailleurs qui revient beaucoup, et qui est un reproche qui me semble pas complètement dénué de fondement, du moins moi je le verrais d'une autre manière, qui serait que le film serait indigeste. Et d'une certaine manière, c'est vrai parce qu'on ne peut pas digérer le film d'un seul tenant. C'est pas un film où, en sortant de la salle, on se dit bah voilà, j'ai un peu réglé le sort de Megalopolis, j'en ai un peu fini avec lui. Non, c'est un film qui demande du temps, un peu de maturation, un peu de macération aussi. Et d'une certaine manière, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je recherche de plus en plus dans le cinéma, c'est-à-dire non pas un film qui serait une forme d'évidence pure, qui s'envolerait une fois qu'on a vu le film et les quelques jours après sa projection, mais un film qui reste un peu sur l'estomac, d'une certaine manière, par sa richesse, par sa taille. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait déjà, à partir de ces premières observations, inscrire le film dans un versant de la filmographie de Coppola, c'est-à-dire un versant justement, ce que j'appellerais les films riches, à savoir Dracula, ou les films protubérants de certaine manière, Dracula, L'homme sans âge, Coup de cœur. Donc une partie de la carrière de Coppola qui est une partie un peu plus flamboyante plastiquement, un peu plus expérimentale aussi dans son montage, avec des films très denses, baroques aussi, un adjectif qui revient beaucoup. Et d'ailleurs, bon alors c'est une remarque très autoriste et un peu triviale, mais moi je trouve ça amusant de voir à quel point Coppola a maigri au moment où il fait son film quelque part le plus massif, le plus gros, et qu'il a mis beaucoup de lui dans le film à un point presque vampirique, quoi. C'est qu'il y a des trajectoires presque inverses entre ce que le film est... Ça, je ne l'avais pas encore lu. non, mais c'est l'intuition m'est venue ce matin en prenant le métro pour venir enregistrer cette émission, mais qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, quoi, que lui s'est affiné pour produire quelque part son film le plus gros, le plus dense. Certains diront le plus balourd ou le plus pachydermique. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que le film est très gracieux, très gracile, mais en tout cas, un film qui déborde d'idées, un peu à chaque plan, qui est un film qui ne se laisse pas apprivoiser d'un seul bout. Et je pense que ça déstabilise beaucoup, mais c'est ce qui fait qu'aussi le film reste en tête et qu'on y revient. Et donc voilà, ça serait la première chose, c'est-à-dire le film autorise quelque part ce trajet de maturation et ce trajet de réflexion, de compagnonnage avec un film que moi personnellement je trouve extrêmement précieux. Oui, c'est ça. J'avais été un peu débordé par le film à Cannes, mais quand même, je me souviens avec une sorte de sentiment de déception que j'arrivais pas à enlever totalement de ma réception du film. Et là, donc, j'ai dit, je suis allé revoir le film en projection et j'ai fait la paix quelque part avec Megalopolis, c'est-à-dire au point de pouvoir dire que j'aime le film. Alors moins que toi, parce que même si j'aime le film aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement cette espèce
de montage, d'idées plus ou moins farfelues qui fonctionnent comme ça, avec des accélérations, des décélérations, des registres complètement différents qui s'accumulent, et toujours beaucoup d'idées formelles, que ce soit des idées de cadre ou des idées même à l'intérieur du plan, où il y a toujours des choses un peu bizarres qui se promènent dans l'image. Je me suis vraiment dit, enfin je me suis pas dit, ça s'est imposé à moi que je ne pouvais pas ne pas aimer cette espèce de geste complètement fou. Et en même temps, il y a quand même toujours quelques petits éléments qui me résistent, et notamment dans, oui, mine de rien, pas forcément ce côté indigeste, mais le fait que je trouve malgré tout le film inégal, c'est-à-dire que je reste plutôt attaché à ces moments les plus expressionnistes, disons, tous les moments où le montage s'envenime, où il va y avoir des triptyques, toutes sortes de visions en fait, des moments où vraiment là, en salle, je ne cligne pas des yeux, quoi. Je me nourris de l'inventivité des images de Coppola que j'ai vues nulle part ailleurs, et quand même une sorte de ronron face disons, à tout ce qui relèverait plutôt d'une intrigue qui pourtant n'intéresse pas toujours Coppola, mais qui mine de rien fournit des scènes de dialogue entre des personnages qui sont peut-être plus à l'état d'idée, puisque chacun un peu incarne peut-être dans le projet philosophique de Coppola, les personnages servent un peu d'idée. Il va y avoir par exemple la journaliste vénale, l'architecte génial, le maire plus ou moins corrompu. Enfin, il y a un peu ce sentiment-là qui est d'ailleurs hérité des pièces de théâtre classiques. Le personnage a une fonction aussi symbolique, et que du coup, quand on est plus dans un rapport peut-être rapproché aux personnages, à leurs histoires, le film m'intéresse un peu moins que quand il est plus sur quelque chose de vraiment abstrait en fait, où le plus beau du film serait par exemple pour moi l'espèce de mélo entravé du rapport du personnage à sa femme disparue, et tout ce que ça crée d'images, d'inventions, avec notamment la scène que je préfère dans le film, qui est cette espèce de triple filature dans la nuit, avec les statues qui s'effondrent pour arriver jusqu'à cette chambre à l'eau dorée. Aussi qui est très très beau, c'est-à-dire il y a des champs contre champs, il y a plein de choses qui défient la physique dans le film, et moi j'aime beaucoup cette scène de la filature, mais c'est-à-dire intéressant. Je pense que si on en a 10 personnes quelle est leur scène préférée du film, tu vas avoir 9 ou 10 réponses différentes. Et donc chacun aussi pioche un peu ce qu'il préfère, ce qui est pour moi aussi un très bon signe. Est-ce que le film est si inégal que ça, ou plutôt le film est d'une telle profusion de formes, etc., que chacun peut y trouver un peu ce qu'il aime. Il y a quelque chose de très très beau dans cette filature, et qui pour moi participe de ce que le film construit, c'est-à-dire, et une idée que j'évoque un peu dans mon article, d'une forme de création un peu à tous les niveaux, et aussi des personnages qui vont par la mise en scène défier les lois de la physique. Et notamment toute cette filature, elle s'organise sur des jeux de champ contre champ entre différents véhicules, avec des champs contre champs en fait, qui ne sont physiquement pas possibles, ou des effets de champ contre champ qui ne sont pas possibles. Un exemple, par exemple, le personnage de Claudio, qui est joué par Shia LaBeouf, qui est un personnage jaloux de la relation qui se tisse entre César, donc, qui est l'architecte joué par Adam Driver, et la fille du maire, Julia, qui est jouée par Nathalie Emmanuel. Et à un moment, il les voit réunis dans le reflet de son appareil photo, et en fait, ils ne sont pas dans le même endroit. Donc ce plan-là, cette espèce de juxtaposition de deux visages réunis dans l'objectif d'un appareil, et quelque part l'objectivation de la subjectivité du personnage, qui est persuadé qu'il y a quelque chose qui se trame en eux et qui déforme la matière même de ce qu'il voit, dans une espèce de vision surréaliste, incrustée même dans un plan qui a l'air dépouillé d'effets spéciaux. C'est le degré en fin de compte de précision formelle que le film peut épouser. Ce que tu dis sur les personnages, en même temps, je trouve ça très intéressant, parce que moi, je trouve l'intrigue tout sauf ronronnante. Elle est même, elle ressemble un peu à Crash Boursier par moment, dans les espèces de courbes. C'est plus à l'intérieur des scènes parfois où il va y avoir, effectivement, d'une manière générale, le film a quelque chose de chaotique, totalement assumé dans son rapport à la narration. Mais disons, parfois, il y a un problème, disons, qui est traité à l'intérieur de scènes, et c'est parfois à l'intérieur de ces scènes-là qui sont les plus dialoguées que le film me perd un peu. Je voulais juste t'interroger sur ce qui coince dans ce film que j'aime. Je pense qu'elles sont à la fois toujours diluées dans un truc formel. Tu vois, par exemple, même j'ai repensé à une remarque, une réserve que tu m'avais exprimée en privé, qui était sur celle des discours, et en fait les discours, en y repensant, moi j'en vois vraiment 2-3 vrais discours dans le film, et des autres en fait qui seraient des discours avortés ou dilués dans une forme de dispositif formel qui serait un peu plus retors. Mais sur les acteurs, à la fois je peux tout à fait concéder ça, c'est-à-dire qu'une
forme de caractérisation qui de base serait entre guillemets sommaire ou du moins un peu schématique, c'est-à-dire qu'on aurait des figures archétypales. Il y a quand même quelque chose qui casse à mon avis complètement ça, c'est que Coppola au fin de compte ne filme moins tant des personnages qui filme des acteurs, et il y a notamment une forme de liberté qui est octroyée aux acteurs qui est délirante, c'est-à-dire les acteurs font en permanence des choses extrêmement incongrues, extrêmement bizarres, qui, à mon avis, dépassent même le cadre du cabotinage, mais qui sont dans une forme d'expérimentation permanente, que ça soit Driver, que ça soit Aubrey Plaza, qui est une de mes vraiment des actrices préférées du film, Shia LaBeouf aussi, Jon Voight, enfin voilà, il y a une forme aussi d'émulation à l'intérieur même, pas uniquement au niveau du montage, pas uniquement au niveau de la forme, qui en effet va brasser des choses extrêmement distinctes, des choses parfois très impures, parfois des choses vraiment sublimes, mais aussi au niveau de gestes, d'inventions linguistiques, etc. Et que donc, pour moi, ça casse un petit peu aussi ce côté statifié potentiellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui sont statifiés dans le film ou qui sont juste réduits à une forme d'image un peu figée. Hein. Même, on érige une statue d'un personnage d'ailleurs. Il y a la statue d'un personnage, il y a une représentation un peu dans une statue colorée. On a aussi le personnage d'un driver qui apparaît aussi d'emblée comme un portrait du Times, qui est d'ailleurs renommé en latin. Enfin bref, il y a un ensemble de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, mon avis, la manière dont les scènes se déploient et la manière dont Coppola donne une liberté extraordinaire à ses acteurs effrite un petit peu ce versant-là, potentiellement, que tu vois dans le film, même si je comprends tout à fait ta réserve. Et à mon avis, ce rapport aux acteurs, il déborde d'un truc qui, à mon avis, fait le sel du film, qui est vraiment son rapport à la création. Et je pense que là, il faut quand même arriver à cette question, c'est-à-dire, et cette question que tout le monde s'est un peu posée, parce que le film, on a l'impression, notamment au premier contact qui part dans tous les sens, c'est qu'est-ce que ça raconte. Et je trouve ça très intéressant, parce que notamment, il y a un peu une fausse piste, qui a beaucoup été, et que le film, quelque part, nourrit lui-même, qui serait celle de l'utopie, de se dire ce serait un film sur l'utopie, et donc on pourrait légitimement être déçu par la représentation que donne Coppola de ce que serait le monde de demain, un monde à la fois peut-être plus écologique, enfin une espèce de cité un peu parfaite, voilà, etc. Et c'est intéressant parce que le film, à un moment, donne une image que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que j'utilise parfois avec vous, les rédacteurs de Criticat, quand je relis un texte, qui est l'image de l'arborescence et du tronc et de l'arbre. Et à un moment, le personnage d'Adam Driver a fait intégrer presque dans le montage, par son discours, une image qui serait l'homo sapiens comme un arbre, où il y aurait une branche qui serait la civilisation, et puis il y aurait un ensemble de ramifications que serait la pauvreté, etc. Et je pense qu'en fin de compte, l'arbre, le tronc du film, c'est la création, et que l'une des matérialisations de la création, ce serait l'utopie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement de ce pouvoir créateur. Et alors Coppola, à la fois, l'envisage sur un plan qui serait un moment politique, hein, parce que le film peut être aussi, et je trouve le film sur ce versant-là très drôle, sur son versant de satire politique, notamment l'irruption d'un Elvis asiatique qui commence à chanter l'hymne américaine dans une scène très étonnante, à la fois de Saturnale et d'opéa boursière, ce qui décrit assez bien l'hybridité et le caractère très composite du film. Et que cette question de la création, en fin de compte, ce serait le moteur de la mise en scène. C'est-à-dire, dès la première scène, c'est absolument pas un spoiler, et d'ailleurs, c'est un élément que le scénario mais investit ou investit avec une nonchalance extraordinaire, qui est le super pouvoir du personnage principal, qui a la capacité d'arrêter le temps. Et cette idée que, quelque part, les personnages vont à la fois être des espèces de showman, des espèces de figures de spectacle, et il y a énormément d'allégories du spectacle dans le film, qui est à la fois, à mon avis, une espèce de foire, de cirque, de bac à sable, enfin voilà, de colisée. Le film dans son ensemble serait ça. Et en même temps, cette idée que chaque personnage va se voir déléguer les pouvoirs de la mise en scène et qu'il va se passer un peu à la manière de l'exemple de l'appareil photo que je donnais tout à l'heure, des phénomènes plastiques étonnants. Par exemple, le personnage de Claudio, un plan qu'on voit dans la bande-annonce, qui va tracer un espèce de carré lumineux, un peu une scène qui fait d'ailleurs penser aux incrustations lumineuses de Coup de cœur, dans le cadre, et on voit que son acolyte visiblement voit ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire ce geste plastique, cet effet spécial qui dessine avec ses doigts. Et en fin de compte, il y a énormément de scènes et énormément de personnages qui vont s'emparer un peu de cette dynamique de mise en scène, ce qui, moi, participe à la fois de ce côté complètement foutraque que je reconnais, mais de ce côté aussi complètement inventif, et ce côté, et j'y arrive enfin, et je te laisserai la parole, ce côté profondément joyeux, c'est-à-dire, moi, c'est ce qui me stupéfait, et qui fait que d'ailleurs, et c'est intéressant, le versant que tu préfères dans le film est le versant le plus classiquement coppolien, d'une certaine manière, c'est-à-dire le versant Twixt, le versant L'homme sans âge, le versant Dracula, le versant même Peggy Sue s'est mariée, le versant Le Parrain, c'est-à-dire une forme de mélancolie qui vient de loin, une forme de mélancolie tragique, et il y a ça dans le film,
Et c'est magnifique, mais il y a aussi autre chose. Il y a un cinéaste de 85 ans qui s'amuse avec tous ces outils. Et d'ailleurs, il faut sortir assez vite de la mythologie du film et ses 120 millions de dollars. Je pense qu'il l'a produit à une telle hauteur financière parce qu'il voulait ne pas compter l'argent et faire le film exactement comme il voulait, sans regarder la dépense et en s'amusant. Mais il y a beaucoup de choses qui rendent le film unique. Il y a le fait que ce soit effectivement le film expérimental le plus cher de l'histoire du cinéma. Il y a aussi ce que tu évoquais, c'est que je trouve que Coppola nous parle d'un endroit qui est complètement inhabituel pour les cinéastes d'aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus courant, disons, dans le cinéma classique hollywoodien que quelqu'un, je sais pas, comme Fritz Lang fasse un film pour parler d'un problème philosophique. Et il a ce côté, créateur un peu divin qui dit en fait, un peu naïf en même temps, et un peu naïf complètement, mais que ce film est plus important, enfin que c'est pas, effectivement c'est une fable comme il dit, c'est le sous-titre du film, qui a une sorte d'importance à cette idée Mégalopolis qu'on peut lui trouver parfois un peu ridicule du coup avec moi ce que je citais dans les discours, en fait tu disais que je t'avais parlé de discours en privé, c'était que j'avais l'impression que le film faisait beaucoup une chose qui était que parfois il y avait une scène qui commençait et puis la scène commençait à s'effriter, à partir un peu dans différentes directions, à amener une forme de chaos de l'intérieur. Et souvent, ce chaos-là était accompagné presque en off par le discours d'un des personnages qui est justement en train de faire un discours, et que j'avais comme ça parfois une forme de trop-plein, effectivement, mais bon, qui va avec le film, comme tu le dis. Moi, je pense que c'est vrai dans 3 séquences. Mais... de discours qui surnagent, voilà, j'avais un peu envie de silence quelque part. J'avais l'impression que le film, parfois, était quand même écrasé par des formes de bavardage, même si c'est bien sûr un peu plus que ça. Mais ça, c'était pour ma réserve. Je te réponds juste là-dessus et te donner la parole. En fait, je pense que, et ça c'est vrai, c'est pas un film qui a des qualités de silence, c'est un film qui est plein comme un œuf. Et donc, en effet, si on est comment dire, peu réceptif à un cinéma qui serait surtout un cinéma de la densité, de la vitesse et de la richesse, entre guillemets, et pas de la richesse uniquement du budget du film sur lequel on a beaucoup parlé, mais vraiment de sa volonté d'en mettre quelque part plein de la vue, bah là, en effet, oui, il y a quelque chose qui bloque. Non, mais tout ça pour dire que je pense qu'il existe effectivement une facette de Mégalopolis qui est plus moraliste ou qui prend la forme d'un conte philosophique qui n'est pas forcément le plus important, puisqu'effectivement tout fonctionne aussi à un stade peut-être supérieur, qui est celui, comme tu dis, un peu de la métaphore de la création, avec au centre cette idée du mégalon, donc cette espèce de matière un peu magique qui permettrait à la fois de remplacer le béton et l'acier, style, comme disait un des personnages au début. De sa femme, enfin c'est d'ailleurs voilà, et qui en même temps peut faire ressurgir des images du passé, peut réparer des corps. Et moi j'ai lu dans 2 textes différents que un peu pour Coppola, le mégalon en fait serait le cinéma. J'ai lu ça dans un texte de Pierre-Jean Delvolvé sur le site Fait pas genre, et j'ai lu ça dans l'article de Marco Suzal aussi dans les cahiers du cinéma. Et c'est juste, mais aussi j'irais plus loin, le mégalon quelque part c'est aussi le numérique. Et je trouve que le film a une manière de prendre, de s'attaquer au cinéma numérique comme le fait Coppola depuis longtemps, qui est vraiment très étonnante, c'est-à-dire avec parfois vraiment de pures inventions complètement irréaliste, comme cette matière-là du mégalon qui brille, qui crée des formes impossibles dans l'image, notamment quand Adam Driver est face à cette espèce d'octogone qui tourne et qui produit des images, et en même temps il mêle ça à des projections sur les acteurs, à des choses plus à une lune fabriquée, enfin un nuage fabriqué avec du coton. Il y a cette espèce de tout le temps d'hybridation en fait du numérique qui me passionne, et en même temps qui, avec une part de déception quand même, je ramène à chaque fois un petit côté bad cop dans mes interventions sur la ville même de Mégalopolis, qui je sais pas, pourrait
me déçoit un petit peu dans sa forme numérique, c'est-à-dire qu'au moment où il pourrait montrer les potentialités de la ville, quelque chose de complètement fou qui se débloque, qui s'adapte complètement à son environnement, il propose ces espèces de tapis roulants dorés ou des choses qui sont plutôt dans le fond du cadre, et j'avais un peu envie que là la matière numérique du film, le mégalon, devienne en fait la surface de l'écran elle-même, et que vraiment on arrive dans... Enfin, c'est un désir, je fais quelque chose d'un peu interdit de parler de ce que le film ne fait pas, mais que le film coule à un moment de mégalon, ce qu'il ne fait pas tout à fait. Genre. En fait, moi je trouve ça intéressant parce que, à la fois, à mon avis, il le fait quand même un petit peu. Et puis, bon, c'est intéressant cette scène de projection dont tu parles, parce qu'il y a même quelque chose de plus bizarre, c'est qu'on voit le personnage de Driver se contorsionner avec différents cristaux, et il les met sous différents angles pour projeter des images de son passé, qui d'ailleurs ne sont pas des images de son passé, mais aussi des flashbacks auxquels il n'aurait pas eu accès, c'est-à-dire le moment précis où le corps de sa femme, par exemple, est tombé dans l'eau, dans une vision qui rappelle d'ailleurs la nuit du chasseur. Et c'est marrant, on en est toujours sur des notions de, à la fois, on est dans un truc hyper contemporain, hyper moderne, des images numériques, et en même temps quelque chose qui serait primitif ou rattaché à l'histoire du cinéma, le muet, la nuit du chasseur et compagnie. Enfin voilà, il y a une façon dont le film traite des choses qui sont très exogènes. Mais c'est d'ailleurs intéressant parce que le film, en fin de compte, s'appelle Mégalopolis. Mais Mégalopolis, on ne la voit jamais. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur l'ouverture des portes de Mégalopolis et d'une vision de ce que Mégalopolis pourrait être. Et que Mégalopolis, d'une certaine manière, ça reste une promesse. Ça reste aussi un croquis, ça reste une ébauche. Et que le vrai Mégalopolis du film, c'est pas cette vision cette ville mordorée, cette vision mordorée qu'on voit de loin, c'est le film lui-même, d'une certaine manière. Et je pense que c'est là qu'il est fondamentalement le plus intéressant, et que ça rejoint un peu cette ambition folle de Coppola, qu'il explique beaucoup en entretien, c'est-à-dire d'un film pour le futur, qui serait un espèce de legs qui laisserait pour les générations, etc. Et qu'en fin de compte, c'est moins la vision à proprement parler concrète de ce qu'il propose de la ville qui est intéressante que le processus pour y arriver. Ça peut paraître un peu une manière de botter en touche, mais tu vois, par exemple, je trouve ça très étonnant, la première fois qu'on a vraiment accès à Mégalopolis, c'est une scène en plus qui est ouvertement déceptive, pour utiliser un peu un néologisme à la mode, où le personnage de Nathalie Emmanuel entre dans un espèce de bric-à-brac qui est fait de bonbonnes d'eau, etc. Et le personnage de Driver lui dit de parcourir cette espèce de décor, les yeux fermés, et de s'imaginer. Et là, on a des visions que moi je trouve un peu merveilleuse, mais un peu merveilleuse de kitsch, de membrane dorée qui la protège d'une pluie, etc. Mais cette idée vraiment on va partir de 3 bouts de ficelle et d'un espèce d'atelier créatif, et on va imaginer le cinéma de demain. Là où je trouve ça aussi passionnant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le film, c'est à la fois ce qu'il propose visuellement, mais aussi ce processus et cette espèce d'architecture dans son ensemble. C'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais qui est la rythmique du film, et qui est sa musicalité, et qui répond, et je reviens sur un point, on a l'impression de but en blanc que le film est inégal, et moi, plus je le revois, moins je le trouve inégal, et au contraire, je trouve qu'il travaille quelque chose qui est potentiellement un peu abrupt par moment, et qui me fait penser à Godard, vraiment, non seulement sur la brutalité plastique, mais aussi sur le montage, ce que j'expliquais un petit peu dans mes textes. Mais par exemple, moi, il y a souvent des moments dans les derniers films de Godard, où il y a une espèce d'envolée liturgique, musicale, que je trouve extraordinaire, et puis il la casse de manière un peu abrupte. Et je suis hyper ému, tout en me disant, quelque part, le mélomane en moi aurait voulu que ça dure 2 minutes de plus, et en même temps, le cinéphile en moi adore la brutalité de cette coupe et ce qu'il produit en termes de montage, et des sensations de montage que j'ai jamais connues ailleurs en tant que spectateur. Je vais donner un exemple, une suite de plans. Dans un segment que j'adore, qui est le segment qui fait un peu plus débat, qui est le segment de l'OPA financière, qui réunit les 2 acteurs les plus drôles du film, Aubrey Plaza et Shia LaBeouf. Et notamment la séquence que j'appelle, c'est un peu impropre, mais la séquence du yogi, qui est une séquence délirante où le personnage d'Anne Driver, qui est à moitié défiguré, commence à se démultiplier dans une projection astrale, alors que Aubrey Plaza essaie de l'hypnotiser avec une rivière de diamants. Quand on met d'ailleurs à plat le film, c'est vraiment délirant ce qui se passe. Et il y a une scène de conversation avec le personnage de John Voight, le personnage de banquier, et Aubrey Plaza est en train de jouer quelque part au Scrabble, et elle pose une question un peu philosophique comme le film en abonde, qui serait en combien de lettres, quel serait l'inverse d'un miracle, quel serait un cadeau empoisonné pour l'humanité de Dieu, et le personnage de Driver, je crois, ou de Shia LaBeouf, je ne sais plus, répond Pandore, la boîte de Pandore. Elle fait bingo, et là, cette scène qui est un peu une scène de tragédie, il y a une envolée musicale. On voit un personnage entrer, qui est le personnage de Shia LaBeouf, avec ses acolytes, et tout de suite, il se passe un truc qui est complètement aberrant, c'est que le personnage de Shia LaBeouf jette son chapeau, et il fait « pick up my hat »,
et derrière il y a quelqu'un qui prend son chapeau et qui fait exactement le même geste, et donc il y a une suite comme ça de causalité où les gens jettent leur chapeau. Puis contre-champ, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Shia LaBeouf qui rentre de droite à gauche dans le plan, dans la profondeur, et là on a le personnage de Aubrey Plaza qui va elle aussi s'avancer, donc il y a une logique d'avancée, mais qui s'avance de gauche à droite, qui tient un discours sur l'ascension, etc. Puis on retrouve les deux personnages, cette fois-ci latéralement, en train de commencer une espèce de scène d'amour complètement délirante. Il y a quelque chose de magnifique qui est un contre-champ sur leur étreinte spectrale, un pur spectacle de fantasmagorie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une alerte incendie parce qu'il y a trop d'électricité qui sont pompées par Megalopolis, et il y a un tintamarre qui est en train de s'enclencher, tout en se nouant une espèce de relation BDSM qui est aussi un espèce de jeu purement grotesque et farcesque entre les deux acteurs. Et il y a tout ça en 2 minutes. Il y a tout ça compilé en 2 minutes, c'est-à-dire la flamboyance des effets spéciaux, une envolée musicale, 2 mouvements contraires dans le plan, ce jeu de fantasmagorie, ce jeu entre les acteurs, et le film est d'une générosité permanente en la matière qui fait qu'on peut trouver ça inégal, mais moi en fait je trouve que ça travaille une espèce de musicalité par ses cassures, par ses ruptures, par son côté vraiment par moments un peu rugueux, quoi. Et le film me passionne justement dans la foule de détails qui charrient comme ça, par l'enchaînement de plans très exogènes et de mouvements contraires. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que ça fonctionne. Ce truc-là fonctionne aussi plus à un niveau d'abstraction presque, c'est ça, de plaisir pur du cinéphile. En même temps, c'est très concret parce que c'est des mouvements, oui. C'est de la pure forme aussi. Mais aussi pour évoquer quelque chose qu'on n'a pas évoqué, et pour me répondre aussi moi-même, cette question du film devenu lui-même mégalon, de ce rapport cinéma primitif, cinéma du futur. Le film y répond aussi avec ce moment du happening quelque part. Qu'est-ce qui reste une fois que la ville s'est éteinte, donc après la séquence des météorites, il faut que la lumière se rallume dans la salle. Donc ça pourrait être vu comme un gimmick, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup... Moi, je le prenais un peu comme ça pour un gimmick. Oui. Surtout, j'avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau dans une salle de cinéma mais qui avait quand même été beaucoup fait dans le théâtre contemporain, le rapport à des images filmées avant et à un présent de la représentation. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de manière d'envisager un petit peu ce moment-là, et notamment cette idée effectivement que le film, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce que je regrettais, le film a coulé et il faut qu'il renaisse avec quelque chose de purement organique qui serait un corps humain qui est là dans la salle. Je pense qu'on peut finir sur ce... Mais il y a un très beau détail sur ce happening, et c'est très beau de finir sur ce happening qui a beaucoup été commenté, c'est qu'il y a quand même une forme de... Notamment quand on découvrait la bande-annonce, qui commençait par les plans de météorites qui presque léchaient le visage de la Statue de la Liberté, et le film aussi commence là-dessus, c'est-à-dire un peu sur la promesse d'une destruction, sur la chute d'un empire, qu'est-ce qui provoque la chute d'un empire, on pourrait penser aussi aux dinosaures, etc. C'est-à-dire qu'il y a un peu quand même une forme de teasing, de montée en tension sur, à un moment, il va se passer une catastrophe apocalyptique dont va émerger Megalopolis. Et en fait, ce moment, il est un peu escamoté, c'est-à-dire que c'est très très beau, ce ballet d'ombre, de lumière qui se joue de pure surimpression sur les buildings, mais c'est pas une grande scène d'apocalypse, c'est pas une grande scène, et qu'en fait, la vraie acmé qui se loge à l'intérieur de ce moment spectaculaire qu'est la chute d'un satellite, c'est la lumière qui se rallume dans la pénombre, et ce moment de suspension et de fébrilité de la salle qui se demande collectivement, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est quand même magnifique. Et là, pour le coup, on est sur un changement de tonalité qui casse un peu peut-être ce que j'ai expliqué aussi par ailleurs, c'est-à-dire l'extrême volupté, quelque part, du film, son extrême générosité, son extrême densité. C'est que là, au contraire, on est sur un moment de suspension et on est sur un moment de silence. D'ailleurs, c'est l'un des rares moments où, quelque part aussi, il y a une décélération du récit et il y a un moment de suspension. Et ce moment de suspension-là, à mon avis, comme toi, je pense que c'est plus qu'un petit gimmick ou quelque chose d'un peu gratuit. C'est un vrai moment, pardon pour cette expression galvaudée, mais c'est un vrai moment de grâce d'une certaine manière. Et ça montre aussi le spectre, quelque part, d'émotions et de choses que peut embrasser le film, qui sont à la fois dans l'immensément grand et dans un effet presque artisanal, simple, de juste une lumière qui se rallume à l'intérieur d'une salle obscure. Eh ben, merci beaucoup Josué, on n'a pas fini de parler de Megalopolis, mais c'est fini aujourd'hui pour Atari, et on se retrouve le mois prochain pour parler d'un autre film, et j'en profite pour remercier Clément Colliot à la réalisation et au Ciné 104 de Pantin pour l'accueil.